Nous sommes le 22 octobre 6685 et dans le château de Fontainebleau, un homme de 47 ans trempe une plume dans l'encre. Il porte une perruque qui coûte plus cher que ce qu'un paysan gagne en 10 ans et sa main ne tremble pas. Il signe 3 paragraphes, 12 articles et en un geste, il déclenche la plus grande hémorragie de cerveau, de richesse et de talent que la France ait jamais connue. Cet homme, c'est Louis XIV. Le document, c'est l'édit de Fontainebleau. Et ce qu'il vient de signer sans le savoir, c'est l'acte de suicide économique de son propre royaume. Mais pour comprendre ce qui meurt ce jour-là, il faut d'abord comprendre ce qui vivait. Remontons exactement 87 ans en arrière. Le 13 avril 1598, dans une chambre du château de Nantes, un autre roi signe un autre édit. Henri IV, ancien protestant converti au catholicisme, pose sa signature sur l'édit de Nantes, 128 articles qui accordent aux protestants français le droit de pratiquer leur foi, d'occuper des charges publiques, d'accéder aux universités et de tenir des temples dans les villes où ils sont établis. Pour la première fois dans l'histoire européenne, 2 confessions chrétiennes coexistent légalement à l'intérieur d'un même royaume. Et le reste de l'Europe regarde la France avec stupeur, certains avec admiration et beaucoup avec mépris. Henri IV s'en moque, car il sait une chose que ses ennemis ignorent, la paix fabrique de la richesse. Ce qu'on oublie souvent, c'est qu'Henri IV lui-même a failli ne jamais signer cet édit. Les négociations ont duré 4 ans. 4 ans de tractations épuisantes entre délégués catholiques et délégués protestants. 4 ans pendant lesquels le roi a dû résister aux pressions de Rome qui exigeaient qu'on n'accorde rien et aux pressions des chefs huguenots qui voulaient tout. Le texte final est un compromis bancal, imparfait, contesté dès sa signature. Mais il tient. Et ce fragile équilibre va transformer la France pendant près d'un siècle. En 87 ans de coexistence imparfaite mais réelle, les Huguenots transforment la France. Ils ne représentent que 5 à 10% de la population, mais leur poids économique est disproportionné, presque absurde. À Tours, ce sont eux qui tiennent les manufactures de soie. À Lyon, ils dominent le commerce bancaire et l'imprimerie. À La Rochelle, ils contrôlent une partie du commerce atlantique. À Sedan, ils fabriquent les draps les plus fins d'Europe. Et à Nîmes, à Montauban, à Castres, leurs ateliers tournent jour et nuit. Les horlogers huguenots sont si réputés qu'on vient de Genève leur commander des mécanismes. Leurs papetiers fournissent la moitié du continent. Et leurs verriers, leurs orfèvres, leurs tanneurs, leurs chapeliers sont partout où il y a de la valeur à créer. Pourquoi cette surreprésentation? Parce que pendant des décennies, les protestants français ont été exclus de la noblesse de robe, des charges ecclésiastiques, de l'armée royale, et qu'il ne leur restait que le commerce, l'artisanat, la manufacture. Alors ils s'y sont engouffrés. Ils ont fait de leur exclusion une spécialisation, et de leur spécialisation, une puissance. Il faut comprendre ce que représente cette communauté dans la France du XVIIe siècle. Les Huguenots ne sont pas une minorité marginale, retranchée dans des ghettos. Ce sont des familles intégrées dans le tissu social français depuis des générations, qui parlent français, qui paient leurs impôts, qui servent parfois dans les armées royales, qui ont des enfants qui jouent avec les enfants catholiques du voisinage. Ce sont des Français ordinaires qui prient différemment le dimanche. Et cette différence-là, pendant 87 ans, n'a pas empêché la France de prospérer. Elle l'a même enrichie. En 1680, 5 ans avant la catastrophe, la France est la première puissance manufacturière d'Europe. Versailles brille et Colbert a bâti un système mercantiliste redoutable. Mais dans l'ombre de Colbert, dans les arrière-boutiques de Rouen, dans les ateliers de Sedan, dans les comptoirs de Bordeaux, ce sont souvent des mains huguenotes qui fabriquent la richesse que le roi Soleil dépense en dorures. Colbert lui-même le sait. Dans ses mémoires et ses correspondances, il évoque régulièrement la valeur irremplaçable des artisans protestants. Il sait que toucher à cette communauté, c'est toucher aux fondations manufacturières du royaume. Il résiste en privé aux pressions religieuses. Il temporise. Il détourne les yeux sur certaines pratiques. Colbert n'est pas un homme de tolérance par conviction. C'est un homme de calcul. Et son calcul lui dit que persécuter les Huguenots serait une erreur économique catastrophique. Tant qu'il est vivant, le roi l'écoute. Et puis Colbert meurt le 6 septembre 1683 et tout bascule. Son successeur Louvois est un homme de guerre, pas un homme de commerce, et il n'a aucune idée de ce que vaut un tisserand qualifié. Mais il sait ce que vaut la faveur du roi. Et le roi, depuis des années, veut une seule chose, un royaume, une foi, un roi. Louis XIV est obsédé par l'unité religieuse, et ses confesseurs jésuites lui murmurent que tolérer l'hérésie, c'est offenser Dieu, que son salut éternel en dépend,
que son grand-père Henri IV a fait une erreur et que cette erreur doit être corrigée. Il faut se mettre à la place de Louis XIV pour comprendre la logique interne de cette décision. Nous sommes en 1685 et le roi a 62 ans, vieux pour l'époque. Il pense à sa mort, à son jugement devant Dieu, à son héritage. Il a bâti Versailles, il a conquis des territoires, il a humilié l'Espagne et intimidé l'Angleterre. Mais il reste cette épine dans la chair du royaume, cette minorité protestante qui refuse de se fondre dans l'unité catholique. Ses confesseurs lui répètent que tant que cette hérésie subsiste, son âme est en danger. Et Louis XIV, qui n'a jamais douté de grand-chose, commence à douter de son salut. Alors on commence doucement, puis brutalement. Dès 1681, 4 ans avant la révocation, Louis XIV autorise les dragonnades, et le principe en est d'une simplicité terrifiante. On envoie des dragons, des soldats de cavalerie, logés chez les familles protestantes avec le droit de faire ce qu'ils veulent, manger leur nourriture, briser leurs meubles, terrifier leurs enfants, battre les hommes, violenter les femmes, tout est permis sauf tuer, officiellement. L'intendant du Poitou, René de Marillac, invente la méthode et en quelques semaines, des milliers de Huguenots se convertissent, sous la terreur. Les rapports envoyés à Versailles sont triomphants. 30 000 conversions en 8 jours dans le Poitou. Louis XIV est ravi, il croit à ces chiffres, il veut y croire. Ce que Louis XIV ne voit pas, ou refuse de voir, c'est que ces conversions sont des fictions. Des familles entières signent des abjurations, le pistolet sur la tempe pour que les soldats quittent leur maison. Elles continuent de pratiquer en secret, dans des caves, dans des forêts, avec des pasteurs clandestins qui risquent la mort. La conversion forcée ne crée pas des catholiques, elle crée des martyrs qui attendent leur heure. Et dans les rapports qui remontent à Versailles, personne n'ose dire la vérité au roi. On lui dit ce qu'il veut entendre. 30 000 conversions, 50 000, les chiffres gonflent à chaque rapport. Et Louis XIV gouverne un pays imaginaire pendant que le vrai pays se prépare à fuir. Dans les villages du Languedoc, des familles entières se cachent dans des caves. À Montauban, des temples sont rasés de nuit. À Nîmes, des pasteurs sont arrêtés, enchaînés, envoyés aux galères, et des enfants de plus de 7 ans sont arrachés à leurs parents pour être élevés dans des couvents catholiques. 7 ans, l'âge où l'on perd ses dents de lait, l'âge où l'on commence à lire, l'âge où l'État vous arrache à votre mère parce qu'elle prie dans la mauvaise langue. Et puis vient le 22 octobre 1685, l'édit de Fontainebleau, révocation totale de l'édit de Nantes. Les temples doivent être démolis. Les pasteurs ont 15 jours pour quitter le royaume ou se convertir. Les écoles protestantes sont fermées. Les baptêmes, les mariages, les enterrements doivent être catholiques et, article crucial, il est formellement interdit aux protestants laïcs de quitter la France. Les pasteurs, on les chasse, les fidèles, on les enferme. Louis XIV veut le beurre et l'argent du beurre. Il veut se débarrasser de la foi protestante, mais garder les protestants, garder leurs mains, leurs cerveaux, leurs ateliers. Il ne comprend pas que la foi et le savoir-faire sont dans les mêmes corps et qu'on ne peut pas effacer l'un sans perdre l'autre. Alors il fuit, malgré l'interdiction, malgré les patrouilles aux frontières, malgré les galères promises à ceux qu'on attrape, malgré la peine de mort pour les passeurs. Il fuit de nuit par les cols des Alpes, par les forêts des Ardennes, par les sentiers des Cévennes, par la mer depuis Bordeaux, La Rochelle, Dieppe, cachés dans des tonneaux, déguisés en paysans. Des femmes accouchent sur les chemins de montagne, des enfants meurent de froid dans les cols pyrénéens et des familles entières se noient en traversant le Rhin. Les réseaux de passage sont d'une sophistication remarquable. Des filières entières s'organisent en quelques mois, des aubergistes complices qui cachent les fugitifs le jour, des bateliers qui font traverser le Rhin de nuit, des guides de montagne qui connaissent les cols non surveillés, des pasteurs suisses qui attendent de l'autre côté avec de l'argent et des vêtements. Ce sont les premiers réseaux clandestins organisés de l'histoire moderne de France. Ils fonctionnent si bien que malgré toute la machinerie répressive du royaume le plus puissant d'Europe, des centaines de milliers de personnes parviennent à fuir. En 5 ans, entre 1685 et 1690, entre 200 000 et 300 000 Huguenots quittent la France. Certains historiens avancent le chiffre de 400 000 sur une population protestante d'environ 800 000 personnes. Et ce ne sont pas les pauvres qui partent, mais les artisans qualifiés, les marchands, les manufacturiers, les banquiers, les médecins, les ingénieurs, les officiers, ceux qui ont les moyens de fuir les contacts à l'étranger, les compétences que d'autres pays veulent. Et ces autres pays les attendent à bras ouverts. Frédéric Guillaume, l'électeur de Brandebourg, publie l'édit de Potsdam le 8 novembre 1685, 17 jours après la révocation. 17 jours.
Le texte offre aux Huguenots des terres, des exemptions fiscales, la liberté de culte, des prêts pour s'installer. 20 000 Huguenots s'installent dans le Brandebourg et à Berlin. En 1700, un habitant sur 4 est d'origine française. Ils apportent avec eux la fabrication des gants, du tabac, de la bière fine, des étoffes de luxe et fondent le quartier français de Berlin. Aujourd'hui encore, le Französischer Dom, la cathédrale française, se dresse sur la Gendarmenmarkt et le musée huguenot qui l'abrite raconte en détail comment ces réfugiés ont façonné la Prusse. En Angleterre, environ 50 000 Huguenots s'installent et à Spitalfields, dans l'est de Londres, ils créent une industrie de la soie qui rivalise bientôt avec Lyon. L'industrie horlogère de Clerkenwell, c'est eux. Et la Banque d'Angleterre, fondée en 1694, compte parmi ses premiers actionnaires des Huguenots français. Les noms Courtauld, Dolon, Martineau, des noms qui sonnent anglais, sont en réalité des noms huguenots français. Ces familles ont fondé des dynasties industrielles et financières qui ont façonné l'Angleterre moderne. Aux Pays-Bas, environ 75 000 réfugiés arrivent et Amsterdam les absorbe. Ils renforcent l'industrie textile, la finance, l'imprimerie. Le philosophe Pierre Bayle, réfugié à Rotterdam, y publie son dictionnaire historique et critique qui deviendra l'un des textes fondateurs des Lumières européennes. Pensez à cela, l'un des livres qui va préparer intellectuellement la Révolution française est écrit par un Français exilé, chassé par la France, publié aux Pays-Bas et diffusé clandestinement en France. Le roi qui voulait l'unité intellectuelle du royaume a fabriqué depuis l'exil ses premiers opposants philosophiques. En Suisse, à Genève, les horlogers huguenots fusionnent leur savoir-faire avec celui des artisans locaux. Et c'est de cette fusion que naît l'horlogerie suisse telle que nous la connaissons. Avant leur arrivée, Genève fabriquait des montres. Après leur arrivée, Genève fabriquait les meilleures montres du monde. En Afrique du Sud, des Huguenots embarquent sur des navires de la Compagnie néerlandaise des Indes orientales et s'installent dans la région du Cap. Ils plantent des vignes dans une vallée qu'ils appellent Franschhoek, le coin des Français. Les familles Duplessis-Dutoit, de Villiers-Joubert forment encore aujourd'hui une partie de l'élite sud-africaine. Le vin sud-africain, reconnu aujourd'hui dans le monde entier, porte dans ses vignobles l'empreinte de ces réfugiés français qui cherchaient simplement un endroit où prier en paix. Et pendant ce temps en France, les conséquences sont immédiates et dévastatrices. Les manufactures de Tours s'effondrent. En 1685, la ville compte 8000 métiers à tisser la soie. En 1698, il en reste 4000. En 1720, 1200. Et Tours ne s'en remettra jamais. Sedan perd ses drapiers, Rouen perd ses toiliers, La Rochelle perd ses armateurs, et le commerce français avec le nord de l'Europe s'effondre. Parce que les réseaux huguenots reliaient La Rochelle à Amsterdam, Amsterdam à Hambourg, Hambourg à Londres. Quand les hommes partent, les réseaux meurent. Les chiffres sont vertigineux. Le contrôleur général des finances estime en 1699 que la révocation a coûté au royaume la sortie de 20 millions de livres en numéraire, à une époque où le budget annuel de l'État est d'environ 120 millions. Les Huguenots n'ont pas seulement emporté leurs outils, ils ont emporté leur or, leur carnet d'adresses, leurs lettres de crédit, leurs relations commerciales tissées sur des générations. Tout ce capital invisible que l'on ne voit pas dans les bilans, mais sans lequel une économie ne tourne pas. Le plus grave n'est pas l'or, c'est le savoir. Les techniques de teinture des draps de Sedan, les secrets de fabrication du papier d'Angoumois, les méthodes de trempe de l'acier, les formules de l'émail de Limoges, tout cela part, tout cela s'installe en Prusse, en Angleterre, aux Pays-Bas. Et la France, qui était en 1685 la première puissance manufacturière d'Europe, commence un long déclin relatif dont elle ne prendra pleinement conscience qu'un siècle plus tard, quand l'Angleterre lancera la révolution industrielle, avec des techniques que des Huguenots français leur avaient apprises. Voici ce qu'aucun manuel scolaire français ne dit clairement. La révolution industrielle anglaise a des racines françaises, pas parce que la France l'a inventée, mais parce que la France a expulsé ceux qui auraient pu l'inventer chez elle. Louis XIV meurt en 1715, 30 ans après la révocation, dans un royaume épuisé par les guerres, endetté jusqu'au cou, amputé de ses meilleurs artisans. Sur son lit de mort, il aurait dit au futur Louis XV, âgé de 5 ans, « J'ai trop aimé la guerre ». Il n'a jamais dit « J'ai trop persécuté les protestants ». Peut-être parce qu'il n'a jamais compris ce qu'il avait fait. Dans les Cévennes, pourtant, ceux qui sont restés n'ont pas oublié. En 1702, 17 ans après la révocation, les Camisards se soulèvent, des paysans protestants armés de faux et de mousquets
tiennent en échec les armées royales pendant 2 ans dans les montagnes du Gard et de la Lozère. Le maréchal de Villars, l'un des meilleurs généraux de Louis XIV, est envoyé les écraser, et il n'y parvient que par la négociation. Des paysans contre un maréchal de France. Voilà ce que la foi peut faire quand on essaie de l'arracher. La guerre des Camisards est l'une des pages les plus oubliées de l'histoire de France. Une guérilla religieuse en plein cœur du royaume, menée par des bergers et des tisserands contre la première armée du monde. Elle dure 2 ans. Elle se termine par des négociations, pas par une victoire. Il faudra attendre 1787, 102 ans après la révocation, pour que Louis XVI signe l'édit de Versailles, qui rend aux protestants l'état civil, le droit de se marier légalement et d'être enterré. Pas encore la liberté de culte, simplement le droit d'exister légalement. 102 ans, 2 générations et demie de Français nés hors la loi parce que leurs grands-parents priaient différemment. Et 2 ans plus tard, c'est la Révolution, qui proclamera enfin la liberté de conscience pour tous les citoyens. Ce que Henri IV avait esquissé en 1598, Louis XIV avait détruit en 1685, et la Révolution de 1789 devra le reconstruire depuis les ruines. 3 siècles ont passé. À Berlin, le Huguenoten Museum raconte cette histoire. À Londres, la Huguenot Society archive les noms des réfugiés. À Franschhoek, un monument regarde les vignobles. Et à Genève, les montres tournent toujours. En France, dans les programmes scolaires, la révocation de l'édit de Nantes occupe un paragraphe, parfois 2. On y apprend que Louis XIV voulait l'unité religieuse du royaume, mais on n'y apprend pas que cette unité a coûté à la France sa première place industrielle, son avance technologique et une partie de son génie. 300 000 personnes sont parties, et elles ont emporté avec elles une France qui aurait pu exister. Une France protestante et catholique, industrielle et commerçante, tolérante et puissante. Cette France-là n'a jamais existé, et personne ne peut dire ce qu'elle serait devenue. Mais on peut dire une chose avec certitude. La France n'a pas seulement perdu des hommes, elle a perdu la version d'elle-même qu'elle aurait pu devenir.